Je viens de réaliser l'un des projets les plus fous de ma vie. On est au cœur de la forêt amazonienne, en Guyane française. J'ai dans ce tube une de mes espèces de fourmis préférées. Écrire, tourner et monter une dizaine de vidéos sur des animaux que j'ai jamais vus de ma vie. On a trouvé un animal incroyable. On est en pleine Amazonie et ce que vous avez sous les yeux, c'est une imbipige. Certains sont dangereux, d'autres sont plutôt rares. Tout ça sur un terrain que je connais pas, avec un pote et 3 caméras. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre dans les coulisses de ma première mission en Guyane. Quand Gabriel, le gars de Fourmis Bio, accessoirement un très bon pote, m'a envoyé un SMS pour me dire si, je vous jure, ça va vous paraître peut-être un peu présomptueux de ma part, mais j'ai vraiment hésité. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, et je pense qu'à ce moment-là, Gabriel non plus, mais des vidéos animalières sur le terrain, ça se fait pas comme ça. À vrai dire, je me considère pas du tout comme un reporter animalier. En direct, sur le terrain, avec Monsieur de Montvalon. Une de mes seules expériences à filmer sur le terrain, c'était les vidéos sur La Réunion. Ça va, elles sont cool, mais c'est pas non plus des dingueries. Mais surtout, je vous ai pas montré l'envers du décor qui était techniquement une catastrophe. Là, je sais pas ce que vous voyez, ça doit pas être joli. Et c'était beaucoup plus galère de gérer des lumières et j'ai très peu de matos. Mais enfin bon. Mais en même temps, on me propose d'aller en Guyane. En Guyane, il y a ça par exemple. Ça, c'est les mantes boucliers, Coeradodis stali, mon rêve. Les fourmis balles de fusil, les fourmis légionnaires. La plus grande migale du monde, Guyane. Un des plus grands papillons du monde, avec la plus grande envergure, Guyane. L'insecte le plus gros du monde, ouais c'est ça, Capricorne de Guyane, le titan. Puis après on a ce beau bébé là aussi, hein. Le petit Mégazoma. Toutes ces bestioles là au même endroit, c'est une folie. Bon, on a tous compris, l'occasion était trop belle pour refuser. Il y a littéralement des dizaines de rêves de gosses que je peux réaliser en allant là-bas. Je crois que j'ai pas le choix, je vais en Guyane. Ouais, et puis je vais avoir besoin de ça aussi. Par contre, il faut quand même que je revoie quelques trucs avec Gab. Parce que quand je lui demande ce qu'il veut filmer, il part dans tous les sens. Sans compter qu'on n'a pas les caméras ni les équipes de Netflix, filmer des animaux dans leur milieu naturel, c'est pas anodin. Déjà, il faut les trouver, ensuite il faut réussir à les filmer, donc potentiellement faut de la macro, faut que la bestiole soit à découvert. Si possible, plus de 4 secondes, c'est cool. Si elle est nocturne, il faut filmer de nuit, ça veut dire qu'il faut avoir des lumières et de manière générale, il y a énormément de choses à prendre en compte, de compétences à avoir, et on est deux. Ah, et il y a les sujets aussi, il faut écrire les sujets. Après pas mal de discussions, on essaye de monter un plan pour voir ce qui est réalisable. On met de côté les mammifères et les oiseaux, on se concentre sur ce qu'on connaît, les fourmis, allez, peut-être une arachnide. Un mois avant le départ, on a un plan d'attaque, on s'est mis d'accord sur une dizaine de sujets qu'on veut documenter, et on trouve des billets à un tarif... Et le 3 mars 2023, mesdames et messieurs, je décollais pour ma première vraie expérience professionnelle en tant que vidéaste, mais surtout pour aller dans l'une des forêts les plus stylées du monde. J'ai fermé la bouche genre Motus, il faut qu'on les monte en l'air genre Rockly avec la fleur du lotus. Et non, j'en fais jamais trop. Arrivé à Cayenne, Gabriel n'est pas encore là, mais heureusement je suis super bien accueilli par Raphaël et Arletty vers Matoury, qui vont aussi être mes guides malgré qu'ils ont pas mal de taf. Arletty et Raphaël sont tous les deux doctorants au CNRS, ce sont des naturalistes passionnés et ils connaissent bien les alentours, la faune et les bons gestes à avoir. Arletty m'a par exemple montré comment manipuler des mygales sans les blesser et si possible en les stressant le moins possible. Laisse-les, tu vois, tu la pousses un peu derrière et tu la laisses monter dans ta main toute seule. Voilà. Ah, c'est incroyable.
Et Raphaël, quant à lui, m'a montré comment s'approcher de serpents venimeux sans prendre trop de risques. Ce sont en plus de ça des super photographes animaliers. En plus de me loger dans leur super colocation de naturalistes, ces deux-là m'ont très vite renseigné sur les sentiers que je pouvais faire seul pour commencer ma mission. Parce que j'ai du pain sur la planche, 10 sujets à documenter, des facecam à tourner et des bêtes à trouver. Donc sous les conseils avisés de mes deux guides, je pars en repérage. Bonjour tout le monde, je suis sur le sentier de la Mirande. J'ai fait à peu près 5 mètres, on va dire, à peu près 5 mètres. J'ai vu une branche un peu bizarre. Alors, je vais essayer de l'attraper. Regardez-moi ça. J'ai réussi à le récupérer. C'est un phasme, je sais pas l'espèce, il est assez énorme. Bon, frérot, il est incroyable. C'est sûrement un des plus grands phasmes de Guyane, un Phanocloidea muricata, à vos souhaits. Ce qui est marrant, c'est que pendant que j'admire à quel point son camouflage est bien fait, je ne me rends même pas compte qu'elle ne cherche pas réellement à fuir. J'ai plus l'impression qu'elle cherche un endroit stable et en hauteur, sur mon bras ou sur ma tête, pour reprendre une pose mimétique le plus vite possible, en tendant ses deux pattes avant devant elle pour mimer au mieux la forme d'une branche. Trop cool. On va le remettre à sa place. Hein. Je pensais pas tomber sur un phasme aussi gros aussi facilement. Le sentier commence bien quoi. Bon bah écoutez, ça c'est une bonne première rencontre pour le début d'un sentier comme ça. Je suis très content. Je pense que j'ai eu bien de la chance qu'il soit posé comme ça sur le tronc. Allez, encore un truc stylé que je viens de voir là. C'est des termites, je crois qu'il y a des termites. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire mais ils ont comme une route. Ouais c'est bien ça. Ah c'est trop stylé. Ok, je vais faire des petits plans de ça en vrai. Ce sont des Nasutitermes. J'avais déjà remarqué plusieurs nids qui semblaient grimper dans les arbres. Mais là, c'est la première fois que je les vois déambuler comme ça. Sûrement que leur nid a été détruit ou attaqué et que la colonie est en cours de migration. Je sais pas trop. Mais en tout cas, on voit bien les soldats monter la garde tout le long du passage. Et ça, c'est cool. Alors que je suis en train de les filmer, je ne me doute pas du tout que je vais pas tarder à apprendre une première leçon. En Guyane, le temps tourne vite. Eh bien, quelques minutes après avoir filmé une autoroute de termites, il va y avoir une grosse pluie. Bon, c'est déjà en train de se calmer, je pense que ça va être qu'une averse, mais s'il y a bien un truc qui rigole pas ici en Guyane, c'est la pluie. Parce qu'on est en saison des pluies en ce moment, forcément, donc il y a pas mal d'averses. Et faut savoir sortir le kawaii assez vite parce que ça prévient pas et ça tombe d'un coup. Mais bon, c'est pas une petite pluie qui va nous empêcher de continuer le sentier. Je vais juste moi sortir les caméras et puis justement en profiter pour avancer un peu, puisque j'ai dû pour l'instant faire à peu près 50 mètres de randonnée. Allez, c'est reparti. La pluie est déjà en train de se calmer en vrai, donc il n'y aura pas de souci. Bon bah là j'ai fait 10 mètres de plus, donc je vais certainement pas tarder à trouver quelque chose de stylé, j'imagine. Et j'avais pas si tort. Voilà la leçon numéro 2 qui arrive à grands pas. La pluie, ça fait sortir les animaux. Bon, l'averse s'est arrêtée. Je viens de voir une dendrobate bleue et jaune beaucoup trop belle, toute petite, dans le tronc juste là-bas. Elle a l'air bien posée, ça fait un petit moment qu'elle est là. Est-ce qu'on la voit ici? Ah ouais, on la voit dans... Je suis trop content. Elle s'est laissée filmer comme il fallait, nickel. Alors que je débriefe mon expérience avec cette magnifique Ranitomeya, je réalise que pendant tout ce temps-là, quelque chose m'observait. Curieux mais discret, camouflé dans la végétation basse, j'aperçois des yeux géants qui me scrutent. La fourmi Gigantiops est l'une de mes espèces favorites. Sa vision hors norme et ses capacités à se repérer visuellement dans la forêt est l'un des sujets qu'on veut aborder dans notre série. En essayant de prendre des premiers plans de ces ouvrières, je me rends bien compte que cette fois-ci, c'est le naturaliste qui est observé. Elle me voit venir de loin et dès que l'objectif s'approche de trop près, elle disparaît dans son environnement. Je
Je note donc sa présence pour revenir plus tard, car il est temps de mettre en application les conseils d'Arletty. Une énorme mygale attend les premières proies de la soirée sur une grande feuille à ma hauteur. Je viens de voir une mygale avicularia qu'on appelle ici matoutou. Je vais essayer de la manipuler, on va voir ce que ça donne. Les matoutou, c'est peut-être le cauchemar des arachnophobes guyanais. C'est une grosse mygale velue qu'on peut trouver de partout, même dans les maisons. Mais malgré son aspect impressionnant, elle est inoffensive et super chill. Alors bien sûr, elle peut mordre, elle a un venin qui fait sûrement pas du bien, mais rien de dangereux. Ça reste vraiment son ultime moyen de défense, y a rien à craindre. Regardez-moi cette beauté. Bon, elle aime bien sauter par contre. Oula, allez viens. Incroyable les gars. Vraiment genre. En fait c'est super impressionnant. Et pourtant c'est une araignée en fait qui est 20 fois plus chill qu'une tégénaire qu'on va avoir chez nous ou quoi. Elle est toute pépère, toute douce. Le venin est pas dangereux. Zéro agressivité et puis elle est magnifique quoi. Coucou. Mais regardez-moi comment elle est toute tranquille. Alors il y a peut-être un truc que vous pouvez clairement me reprocher dans cette vidéo. Pourquoi est-ce que je suis obligé de manipuler tous les animaux que je croise? Je pourrais vous dire que c'est dans un but éducatif, pour vous montrer que ça craint rien, patati patata. Mais en réalité, il n'y aurait pas eu de caméra, je l'aurais fait quand même. La première vérité, c'est que, pour moi, c'est fun. Mais je sais très bien que c'est pas réciproque. Pour l'animal, au mieux je le dérange, et au pire je le stresse. C'est hyper égoïste, vous avez raison. Alors pourquoi je continue à le faire? En fait, je crois que ça me permet de matérialiser les espèces en face de moi, de bien réaliser que l'organisme de 15 cm d'envergure qui se balade sur ma main est vivant et existe au même titre que moi, de donner une plus grande dimension à l'existence des espèces qui m'entourent. Voilà, fin de la parenthèse philosophique, je sais pas si ça constitue une bonne excuse, je pense pas, mais au moins vous savez ce que j'en pense, et je préférais être clair là-dessus. Et on va se quitter là-dessus parce que je suis à la fin du sentier. J'ai vu beaucoup trop de trucs. À très bientôt avec certainement ce bon vieux Gabriel. Je pensais pas avoir une troisième leçon au retour de ce sentier, et pourtant la voici qui m'attend en rampant en plein milieu du chemin. En rando, on regarde toujours où on met les pieds et les mains. Ok, je crois que je viens de croiser ma première vipère. Petit coup de pression, mais je l'ai vu avant de marcher dessus quand même. C'est ma première rencontre avec un jeune fer de lance, une vipère assez commune ici. On l'appelle aussi le grage commun. Ouah, elle est trop belle. Trop stylée. Ce serpent a une fâcheuse tendance à traîner sur les sentiers. Le problème, c'est que sa morsure est dangereuse, voire potentiellement mortelle si vous n'êtes pas soigné. Yo. Donc, il faut rester quand même très vigilant. Mais comme vous pouvez le voir, il ne vous saute pas non plus à la gorge à la moindre occasion. Ça reste un animal magnifique, mais il vaut mieux le voir avant de marcher dessus. Trop stylé. Mon séjour commence super bien, et à chaque sortie, j'hallucine plus que la veille. Mais le périple va bientôt prendre un tout autre tournant. Et oui, Gabriel est enfin là avec tout un tas de nouveaux matos. On n'a toujours pas les caméras de Netflix, mais Formibio a quand même mis du budget. Et ça c'est cool, mais il est neuf et on s'en est jamais servi. Il va falloir se faire la main et rapidement. Oh, voilà, je le redoutais. Oh, Voilà, merde. alors là, gros, si tu décolles. On ne voit pas. Gabriel se forme donc à piloter le drone. Bon, j'atterris et j'en fais une dernière, désolé. Ça me saoule un peu. Putain, c'est fou! Moi, je lui montre comment fonctionnent les caméras si besoin. Et là, il s'est retrouvé, et là, appuie 2 fois ici. Ah oui, voilà, ok. Le track est automatique du coup. J'ai pas mon cycle dans l'oreille. Un moucheron.
On revoit aussi nos textes pour être efficaces une fois sur le terrain et on teste le fonctionnement des micros au passage. Alors, l'ambipige, tout comme les araignées, elle fait partie des arachnides. Par insensé, car projeter des invertébrés minuscules à notre échelle... Tapote un peu sur ton micro. Dernière étape, on trie le matériel pour gagner en efficacité et éviter de s'encombrer. Très bientôt, on part pour le premier vrai tournage dans la forêt de Regina à Savane-Roche. C'est une petite montagne de granit qui surplombe la canopée. On appelle ça un Inselberg. En Guyane, c'est une des rares occasions où l'on peut s'élever au-dessus de la forêt. C'est donc un spot parfait pour faire des premières images au drone. Mais selon Gabriel, les grosses roches de granit présentes là-bas abritent aussi un animal que l'on veut filmer pour notre série, l'ambipige. En arrivant sur l'Inselberg, c'est le moment du crash test pour le drone. Et bien joué Gabriel, le résultat est au rendez-vous. Ce que vous voyez là, c'est donc les roches granitiques les plus dures qui résistent encore à l'érosion depuis plusieurs millions d'années. C'est aussi un biotope parfait pour plein de plantes, mais aussi plein d'animaux. Et on va très vite s'en rendre compte une fois la nuit tombée. Là, c'est une grosse Ancylomethès. Peut-être beaucoup tensis, je sais plus. Ça ressemble pas trop à Rufus, elle est vraiment énorme. Juste ici, là. Trop stylé. Il y a des Phoenotriaphera en pleine parade d'accouplement, juste là. Ces araignées-là, elles sont considérées comme les plus dangereuses au monde. Ce sont des araignées bananes. Et ces deux-là sont particulièrement énormes. Elles font quasiment la taille de ma main. Mais Gabriel vient de trouver quelque chose. Vous inquiétez pas, on aura largement l'occasion d'en croiser d'autres. C'est une jeune ou... Je pense. Ah, mais bon, l'adulte, il doit être magnifique. Comme Gab l'avait prédit, l'ambipige n'a pas été difficile à trouver. Cette grande arachnide nocturne sort le soir d'entre les fissures des roches à la recherche de proie. Elle est super impressionnante mais ne possède pas de venin. L'attraper était donc la partie facile du tournage. Ok, c'est bon. Je sais pas si on voit. En aisance avec les animaux, Gabriel n'a pas l'habitude de parler à une caméra. Mais après un bon échauffement... Que les deux paires que vous pouvez voir juste devant ne sont pas des... deux paires de pattes devant. Je recommence. Elle va pondre... J'ai envie de me rouler, mec, dans la forêt. Oh là là, mec. Comment ils font en one shot, les gens, quoi? Ils font pas en one shot, il y a que Tanguy qui fait ça. Ah ouais? Finalement, Gabriel relève le défi haut la main. On a trouvé un animal incroyable. On est en pleine Amazonie, et ce que vous avez sous les yeux, c'est une ambipige. Entre la nuit de tournage et le réveil aux aurores pour voir le lever du soleil, la nuit a été courte. Mais heureusement, car dans tous les cas, on a de la route, direction le Camp Caïman. Une trentaine de kilomètres de piste nous séparent de ce carbet situé sur la route de Caux. Cette piste est réputée comme dangereuse car elle est complètement défoncée et le moindre pneu crevé devient une énorme galère vu qu'il n'y a pas de réseau. Faut rouler au pas et être hyper attentif. Voilà. Ça, c'est un gros. Lui, il est arrivé de nulle part. En fait, les lunettes, c'est la merde. Impatient d'arriver au Carbet, je ne me doutais pas que notre allure d'escargot allait nous permettre de réaliser l'un de mes rêves les plus fous. Gabriel vient de voir un gros truc traverser la piste. Mamma mia. Mec! C'est quoi ça? Ah ben c'est... Waouh frère, attends, c'est une Terrasfosa, le blondie.
C'est un monstre. C'est un monstre. Salut mon pote. Oh putain. C'est un mâle, je pense. Ouais, ah là là. Je peux m'approcher, tu penses ou pas? Stylé, gros. Bref, allez go, on va voir ce que ça donne. Bonjour l'ami. Comment tu... Ok. Je rêvais littéralement de ce moment-là. Rencontrer une mygale Goliath. Ce vieux mâle est énorme. Les matoutous paraissent comme des naines à côté de ça. Vu son tempérament plutôt calme, je vais voir s'il est possible de le manipuler. Je n'aurais pas essayé ça avec une femelle sortie de son terrier, mais les mâles adultes passent la majorité de leur temps dehors à la recherche d'une partenaire. Ils sont donc un peu moins farouches. Celui-ci l'est peut-être encore moins à cause de ses parasites. Putain, il est tout parasité là. Ouais, c'est ça, hein. Sur le thorax. C'est quoi? Je sais pas. Ça a l'air d'être des petites mouches. Ah ouais. C'est pas cool. Ah, Alors, un peu mesquine. Ce ne sont pas des mouches, mais des pupes de guêpes parasites qui ont déjà éclos. J'ai jamais entendu parler de ça et j'en sais pas vraiment plus. Mais a priori, les larves ont dû se développer sur le thorax de ce mâle, ou peut-être même à l'intérieur, sans le tuer pour autant. L'évolution mène parfois à des relations interspécifiques aussi merveilleuses que répugnantes. Franchement, j'ai bien envie de mettre mes mains dessous. Hein. Il a l'air plus calme là. C'est sûr? Ouais. Je te filme. Allez, viens. Et là, il y a un truc assez étonnant qui s'est passé et qui je pense n'aurait pu arriver qu'ici. Ah, une voiture. Attends, je me décale. Je peux te laisser ça là? C'était un groupe de jeunes qui avaient à peu près notre âge, je crois pas qu'ils étaient particulièrement passionnés par ça, et pourtant... On filme. Non, une mygale. Perdu de... elle est gigantesque. Ouais, c'est assez impressionnant. On se fait une passation ou quoi? Si tu veux, ouais. Voilà, regarde. Waouh. Donc là, j'essaye de manipuler la plus grande mygale du monde, pour la première fois de ma vie, et il y a un beau grand dôme qui, visiblement, ne sait pas ce que c'est, ne me connaît pas, mais qui me fait assez confiance pour la lui mettre dans les mains. Ok. Bon, on a assez vite arrêté pour la pauvre bête qui se faisait malmener. Du coup, je voulais faire une séquence dessus et plus vous parler de cette espèce, mais avec tout ça, j'ai pas eu le temps. Vous inquiétez pas, on y reviendra. Nous voilà enfin au Cancaillement. Après un petit café saveur plastique fondu, on part directement sur les sentiers aux alentours. Même si les journées précédentes n'ont pas été très productives en nombre de tournages, elles nous ont permis d'apprendre où chercher et comment accéder aux espèces auxquelles on s'intéresse. Une fois qu'on sait où poser le regard pendant les sentiers, c'est hallucinant de se rendre compte de toute la diversité myrmécologique présente sous nos pieds. Là, c'est l'espèce Acromyrmex octospinosus. On a beaucoup de chance de tomber sur ce champignon directement parce que d'habitude, il est vraiment bien enfoui, il est beaucoup plus profond sous terre. Et là, c'est vraiment super intéressant. On voit des petites larves qui sont transportées, on voit du couvain et on voit la structure du champignon. Elle va consommer la végétation, elle va consommer les ressources. Ici, elle est endémique, elle ne pose pas de soucis parce qu'elle est complètement adaptée à son milieu. Elle pose pas de problème au niveau des cultures. Il y a assez peu de cultures aussi en Guyane. Là, elle est en pleine forêt. Il y a suffisamment de végétation pour pas qu'elle pose de problème à l'homme en tout cas. Une bonne chose de faite, mais c'est pas fini. Un peu plus loin sur le sentier, on croise une vieille connaissance à qui on avait promis un joli portrait. Marchez, ça donne envie de... Oh non. Oh non. La fourmi Gigantiops, c'est dans la boîte. Je sais pas si ça le fera comme accroche. J'ai un petit peu l'impression d'être un dresseur de fourmis, je vous avoue. J'ai dans ce tube une de mes espèces de fourmis préférées. C'est l'espèce qui a la meilleure vision chez les fourmis. C'est celle qui a les plus grands yeux, ils sont énormes. Ça, c'est pas une entrée de nid, ça?
En fouillant dans la litière, là juste ici, je me suis rendu compte qu'il devait y avoir un nid d'Odontomachus pas très loin. C'est des fourmis qui ont un système de piège à mâchoire pour capturer leur proie qui est hyper impressionnant. C'est un des mouvements les plus rapides du monde animal. Tout en cochant nos objectifs, on prend même le temps de faire des observations hors série. Tout roule pour le mieux. Juste sous cette feuille là, putain elles sont juste là, je vais vous les filmer parce qu'ici vous allez rien voir. Mais on a deux petites ponérines, je suis pas sûr de l'espèce. Certainement des pseudoponéras à confirmer, qui sont en train de faire du tandem running. Et c'est un comportement qui est super intéressant. Voilà, trop bien. Là, on va les voir. Ces fourmis sont sûrement en route vers une source de nourriture, mais seule la fourmi à l'avant du tandem en connaît la position. Quant à la fourmi de derrière, c'est sûrement une jeune exploratrice naïve. Pour ne pas se perdre, elle se contente de maintenir un contact antennaire régulier avec l'abdomen de la fourmi guide. En suivant sa sœur plus expérimentée, elle va enregistrer la route qu'elle lui montre. Je ne sais pas exactement quel type d'information cette fourmi enregistre, ça pourrait être visuel tout comme chimique, et dans tous les cas, il y a de fortes chances que différents types d'informations soient enregistrés en même temps. C'est trop drôle de voir que des fourmis sont en train de s'apprendre des chemins entre elles. Et là, en fait, la jeune est en train de mémoriser tout le chemin que l'ouvrière la plus expérimentée est en train de lui apprendre, quoi. Trop intéressant de tomber là-dessus. Le plus dingue dans tout ça, c'est qu'il a été prouvé que la guide marchait plus lentement et marquait des pauses régulières pour s'assurer que l'apprenti ait le temps de suivre et d'enregistrer des repères pour ses futures excursions. On vient d'assister à un véritable apprentissage social entre deux fourmis. Je ne sais pas si on a juste eu de la chance ou si c'est toujours comme ça ici, mais géant était le meilleur terme pour définir les nuits passées aux alentours de ce camp. On a peut-être trouvé le plus gros ver de terre du monde, pas trop sûr. Énorme. J'ai traversé le sentier tout à l'heure. Franchement, gars. Voilà, c'est un ver. Bon, on est en pleine recherche avec Gabriel. Là, on doit filmer encore pas mal de trucs cette nuit. On va être couché très tard, ce qui est un peu relou. Et en même temps, de quoi on se plaint, on est dans la jungle en train de chercher des bestioles, tu me diras. C'est blindé de pachycondyle là. Regarde, il y a une Neoponera avec un termite en bouche et tout. Et comme quoi, ça bouffe bien que des termites. Ah, il y a de la musique aussi. Une tribu d'Homo sapiens là, je crois. 2 secondes après, on a une femelle Therasfosa à l'entrée de son nid là-bas. Je sais pas si tu peux tourner la cam pour... Elle est jolie, hein. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'araignée la plus grosse du monde? Et c'est une femelle. Du coup, il y a moyen que le comportement soit pas aussi chill que le mâle de la dernière fois. Putain, elle est magnifique. Mais jamais je vais réussir à la remplir. Elle est à l'entrée du terrier, gros. Je vais à peine m'approcher. Non, non. Putain, station. On a perdu, elle s'est rentrée dedans. Ah, je suis dégoûté. Ah, bon, ben voilà. En tout cas, on pourra dire qu'on a croisé la plus grande araignée du monde. Le mâle et la femelle, même si on l'a pas vu longtemps, c'est toujours ça de prix en vrai. Ouais. Putain, bon, on l'aura vu au moins une fois, c'est cool. Et on va en voir d'autres. L'Amazonie est pleine de surprises. Pleine de surprises, tu crois pas si bien dire, Gabriel. Le spécimen qu'on vient d'apercevoir et la localisation de son terrier étaient trop parfaites pour passer à côté. Alors quelques temps plus tard, j'y suis retourné. J'ai ta main et le début de ta tête. Ah ouais. Putain, les moustiques là par contre ça devient hardcore. Oh. Ouais, fais gaffe. Là c'est parti loin. Ah ouais. Elle est pas contente. Désolé, promis, après je te laisse l'accès à ton nid. Promis, je veux juste un autographe. Ok, bon, j'ai réussi à trouver la plus grande araignée du monde. C'est une mygale, elle s'appelle araignée Goliath et son petit nom latin c'est Therasfosa blondi. C'est une mygale tout à fait géante qui vit dans son terrier juste ici. Donc là, j'ai été pas très cool avec elle. J'ai réussi à l'empêcher d'accéder à son terrier, juste pour qu'on puisse la voir et la filmer un petit peu. Cette araignée, elle est pas si dangereuse que ça. Elle a 2 moyens de défense. Le premier, qui est je pense le plus chiant, c'est le fait
d'avoir des petits poils urticants qu'elle peut frotter sur son abdomen ici, son ventre, on voit bien là. Elle l'a fait déjà 2-3 fois pendant que je l'ai bloqué. Et là, il vaut mieux pas s'en prendre dans les yeux ou sur les muqueuses ou quoi que ce soit parce que ça gratte vraiment. Oh. Les poils. Elle en a renvoyé là, je crois. Ah oui, elle en envoie de partout là. J'ai pu manipuler un mâle qui traversait la route. Et effectivement, juste après la manipulation, même si le mâle n'a pas été agressif, j'ai quand même senti que ça me grattait les bras. Donc elles doivent quand même laisser 2-3 poils urticants au passage. Vous avez certainement déjà deviné son deuxième moyen de défense. Ce sont ses crochets venimeux. Le venin n'est pas dangereux pour l'homme, et il serait même, à vrai dire, assez peu puissant. Cependant, l'araignée est si grande qu'une morsure avec ou sans venin, ça revient à avoir 2 lames de 2-3 cm de profondeur enfoncées dans la peau. C'est surtout ça le vrai problème. Waouh. Ouf. Oh. Ok, ça je veux clairement pas que ça soit ma main. Genre, je sais pas, si là je pense qu'on a vu, elle a mordu le bâton, j'ai senti la puissance et le scrunch. Oh. Mais encore une fois, les araignées ne mordent qu'en dernier recours. D'ailleurs, à revoir ces images, j'aurais sûrement dû la laisser tranquille à ce moment-là. C'est vraiment un signal que j'ai dépassé les bornes et que ce tournage est trop invasif. Désolé. Donc là, on a une femelle qui était certainement en chasse, donc qui était à l'entrée de son terrier, qui attend que les proies passent. Elle peut aussi potentiellement attendre les mâles qui, eux, une fois adultes, vont plus s'enterrer, ils vont sortir, ils peuvent parcourir une grande distance pour aller chercher les femelles et se reproduire. Les mâles ont une envergure un peu plus grande et du coup un corps plus petit, notamment du fait qu'ils se nourrissent que très peu à l'âge adulte. C'est aussi une araignée qui a un sacré record de longévité. Elle peut vivre entre 20 et 30 ans, donc c'est assez fat. Et après on peut relativiser puisqu'une reine fourmi fait à peu près le même genre de score et qui est tellement plus petite. Enfin bon, trop content d'avoir pu vous la montrer, on va la laisser réaccéder à son nid, je suis trop content. Si vous voulez en savoir plus et en voir plus sur les animaux guyanais, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à mon compte et celui de mon ami Gabriel Fourmibio. Allez, retourne te cacher. Il nous manque encore 2 espèces à filmer. Et même si on commençait à prendre de l'expérience sur le terrain et à automatiser notre méthode de tournage, on appréhendait grandement le moment où on allait trouver l'une d'elles. La fourmi balle de fusil, ou Paraponera clavata, est l'une des fourmis les plus grandes du monde, mais il nous en faut plus pour être impressionnés. Ce qui nous fait peur, c'est sa piqûre. Elle est réputée comme la plus douloureuse au monde parmi les insectes. Encore une fois, on cherche à filmer proche d'un nid. Il arrive de croiser des ouvrières en journée. Une Paraponera, donc la plus grosse fourmi au monde, enfin l'une des plus grandes. Mais le pic d'activité des colonies semble avoir lieu à des horaires nocturnes bien précises qu'on ne connaît pas. Pour les mêmes raisons, on cherche aussi la deuxième espèce de nuit. Mais elle, on l'a déjà trouvée plusieurs fois. C'est la fourmi légionnaire Essiton. Il n'est vraiment pas rare de croiser des petites routes de ces fourmis dans la forêt. Mais nous, on veut trouver une vraie autoroute. Un raz-de-marée de fourmis comme dans les documentaires. La propriétaire du carbet du camp Caïman nous a dit qu'elle s'était fait envahir il y a quelques jours, à tel point qu'elle a dû appeler les désinsectiseurs car la situation devenait invivable. Un camp entier, littéralement submergé par des fourmis. C'est ça qu'on veut trouver. C'était il y a pas si longtemps, et on a encore l'espoir de rattraper le raid en chemin, mais impossible de trouver quelque chose de tel. Ouais, rien du tout. Alors on s'adapte. C'est assez impressionnant de se dire que tout à l'heure, le sol était jonché de fourmis et que maintenant il n'y a déjà plus rien. Elles vont à une vitesse incroyable. On ne se rend pas trop compte de la vitesse, mais la colonne de fourmis tout à l'heure, elle passait de la petite branche qui traverse le pont jusqu'ici. On la voit encore, elle est encore un petit peu visible. On leur parle du coup du système de couvain et tout, peut-être. Il n'y en a pas assez, non? Là, on a une petite colonne, alors elle est vraiment toute petite. C'est déjà parti, gros. Il n'y a déjà plus rien. On restera peut-être sur notre fin sur ce sujet, mais pour ce qui est des fourmis balles de fusil, on a fini par repérer un joli nid. Il y en avait sur cette branche ici. Là, c'est le petit monticule, là. Ouais. Ouais. On fera des guerpires à tout instant. Cette fourmi, elle va faire une stridulation avec son gaz qui va faire un petit bruit assez impressionnant. Oh là là, oh là là. Je suis en stress. Je suis en stress.
Pour la piqûre que j'essaye d'éviter depuis tout à l'heure, sans rentrer dans les détails neurologiques complexes, va dérégler les fonctions nerveuses de l'organisme en bloquant certains récepteurs, empêchant donc les signaux de douleur de s'arrêter. La douleur dure beaucoup plus longtemps et est beaucoup plus forte. La piqûre de cette fourmi a obtenu une note de 4, ce qui est la note maximale qui a été donnée sur cette échelle. On se rapproche de la fin du séjour. Les cartes SD et les disques durs sont presque pleins. On estime avoir assez d'images pour notre série de vidéos, même si on a toujours une petite frustration pour les fourmis légionnaires. Alors pour fêter la fin du voyage et l'anniversaire de Gabriel, on décide d'aller au camp de Bonaventure. C'est un grand carbet situé au milieu de la forêt de Bélison. Cette fois-ci, on y va pour profiter. On n'avait pas prévu de filmer. Mais ça, c'était sans prendre en compte le côté imprévisible des fourmis légionnaires. Voilà, on les a tes écitons. Ah, c'est cool, je suis content. Moi aussi, je suis content. La route était loin d'être énorme, mais jusqu'à là, c'était la plus grande et elle convenait parfaitement à ce qu'on voulait filmer. Ok. On vient de trouver enfin une grosse colonie de fourmis légionnaires. J'ai tenté de prendre un major pour la montrer à la caméra en macro et je douille un petit peu. Bon, ça nous a pas empêché de profiter des potes qui ne pouvaient pas non plus s'empêcher de sortir leur caméra. La fourmi, elle peut changer un seul quart de fois, comprends. C'est une araignée qui a évolué à ressembler exactement à sa proie. Du coup, la proie va pas se méfier. Donc là, elle est en train de ressembler à sa proie du coup. Bah en fait, elle ressemble. Et quand cette espèce ressemble de fou à cette proie. Ouais, c'est un truc de fou, ouais. Depuis le début, je vous parle que de rencontres avec d'autres espèces animales. J'ai aussi rencontré des formidables humains qui partageaient les mêmes passions. C'est une sensation assez bizarre. Je réalise que beaucoup de gens comme moi sont ici. Mais on se sent un peu comme Nani dans l'âge de glace quand il réalise qu'il est pas le seul mammouth sur Terre. Comme ça. C'est dingue en vrai. Tous avaient cet intérêt commun pour le vivant. Tous étaient excités à l'idée de passer un week-end entre potes, à dormir dans des hamacs et à se balader dans des forêts remplies d'araignées géantes et de moustiques. C'était trop fort de la voir tenir la fourmi et Ouais. de pas comprendre. Alors je sais bien, je suis pas le seul naturaliste en métropole, c'est sûr, et vous en êtes la preuve. Disons qu'on est juste un peu plus éparpillés. En tout cas, merci à vous et merci de me suivre. J'ai littéralement réalisé des rêves de gosse dans cette vidéo. Je suis parti filmer la plus grande mygale du monde, je me suis approché de quelques centimètres d'un nid de fourmis balles de fusil, et de manière générale, j'ai pu observer des espèces incroyables dans leur milieu naturel. Et même si on n'est pas encore une grande communauté à l'échelle de YouTube, si vous étiez pas là, j'en ferais certainement moins, donc merci. Ma to-do list de Guyane est entièrement cochée. Je peux rentrer en métropole l'esprit tranquille. Enfin, il manque peut-être quelque chose. Il y a un truc que je n'ai pas fait depuis que je suis arrivé et qui me trotte dans la tête. C'est plus un fantasme d'aventurier qu'un rêve de naturaliste, mais je n'ai jamais dormi seul dans la forêt et j'ai l'occasion de le faire. Au fil de ces 3 semaines, il m'est arrivé assez régulièrement de me balader tout seul et en vrai c'était déjà un gros kiff. Mais dormir seul dans la forêt comme un vrai aventurier, c'est encore autre chose. En fait, à la fin du week-end, tout le monde repartait du campement, notre mission étant finie, Gabriel allait rentrer pour profiter un peu plus de ses proches avant le départ en métropole. Quant à moi, rien ne m'empêche de rester ici. Il y a de la place au campement, il me reste encore assez de bouffe pour tenir 2 jours, et je suis au cœur d'une forêt remplie de bestioles. Pourquoi partir ? Denis, le chef du campement, connaît la forêt comme sa poche, et il m'indique un spot au beau milieu d'une forêt brumeuse appelée la forêt nuage. Cette forêt se situe sur un plateau. Pour y accéder, je dois d'abord grimper la montagne tortue. Une fois sur le plateau, je devrais retrouver sur le sentier une place parfaite pour installer un hamac. Denis et ses collègues y ont même laissé du matériel. Vous l'avez compris, cette vidéo va prendre une toute autre tournure puisqu'à partir de maintenant, je vais passer 24 heures seul dans la forêt nuage pour vous faire découvrir un maximum de trucs. Ah, bonjour tout le monde, on se retrouve le lendemain de la nocturne.
Toute la matinée d'aujourd'hui il a plu, j'ai du coup pas fait grand chose, j'en ai profité pour bien dormir, bien me reposer. Et donc le programme du jour, je suis parti donc vers 14 h, je suis actuellement sur le Layon de la montagne Tortue. C'est une grosse boucle de 19 km qui revient au Camp Bonaventure. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de la faire en 2 fois et de dormir une fois que j'aurai atteint le plateau de la montagne Tortue. Ça va me permettre premièrement de faire un campement dans la jungle, sans carbet, sans rien, sans petite cabane en bois. Donc ça c'est cool, ça aurait été dommage de partir sans faire ça. Et ça va me permettre de faire une nocturne dans de la forêt qui est, selon les locaux, assez différente, qui est très primaire. Bref, c'est une forêt que j'ai pas forcément vue jusqu'à là. Donc là, j'ai une bonne montée devant moi, environ 3h, 3h30 de marche. Je vais essayer de pas trop m'arrêter, avec un peu de chance il fera encore jour. Je pourrais installer mon campement et peut-être même aller me baigner dans la petite crique d'à côté avant la nocturne. C'est censé être un sentier assez facile. Denis l'a même qualifié d'autoroute. Étant donné que j'ai pris tout le matériel de quoi filmer, je pense que mon sac est au moins chargé de 15 kg facile. J'ai pris beaucoup d'eau aussi. Donc tout de suite, ça rend la tâche plus difficile. Hop. Du coup, j'y vais à mon rythme. Je prends pas trop de risques. Le plus con, ça serait que je me fasse une cheville en plein milieu du sentier. Il n'y a pas de réseau, il n'y a rien. Donc on va éviter ça. Et on va essayer d'arriver en un seul morceau de main au camp. Et aussi, comme vous pouvez le voir, il y a en fait l'équipe de Denis a balisé tous les sentiers avec des petites balises comme celle-ci. Ce qui est très pratique, comme ça on sait exactement où est le sentier et où est-ce qu'il faut passer. C'est un travail monstrueux. Le mec connaît la forêt par cœur, c'est assez impressionnant. Ce qui est loin d'être mon cas, mais en tout cas il a pu me donner plein de conseils pour qu'on puisse voir des trucs ce soir. Donc j'ai assez hâte. On se retrouve en haut une fois que j'aurai fini de transpirer. A tout de suite. Ok, je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de l'arbre qu'il y a derrière moi, mais c'est quand même assez incroyable. Regardez-moi ça. Wow. Bon, première petite observation, je pense avoir vu, enfin je pense pas, je suis sûr d'avoir vu un mammifère partir en courant dans ma direction. Donc ça promet d'être cool. Et ça y est, la forêt se dégage un peu, j'ai déjà l'impression qu'elle se dégage un peu là. On peut voir assez loin, je pense que ça peut être très sympa pour les nocturnes. À faire, à suivre, j'ai trop hâte de voir le petit campement. Et potentiellement de vous filmer un mammifère, ça peut être cool. À mon avis, c'est déjà barré bien loin. Ça c'est un petit charançon super cool. Première fois que je le vois celui-ci, comme la plupart des coléos dans le coin. Il est très très cool. Bon, je devrais pas tarder à arriver au campement, je pense, d'ici 1 heure de marche, un truc comme ça. Je suis arrivé, je pense, sur le plateau, où j'en suis pas très loin en tout cas. Le Layon se met à monter beaucoup moins. La forêt est devenue incroyable. Genre, tous les 10 mètres, je suis en mode « Waouh, c'est trop stylé ». C'est super beau, chaque espèce végétale est incroyable. C'est assez fou, j'ai vraiment hâte d'arriver au campement, poser mon sac à dos, et je pense que je vais pas pouvoir dormir de la nuit. Là, il y a trop de choses à voir. Regardez ça. Là, je pense que je suis pas au bout de mes surprises. Ok, j'arrive vers la fin je pense. Et je pense surtout que j'arrive vers ce qu'on appelle une forêt nuage du coup. Qui est assez incroyable. Est-ce qu'on va se rendre compte qu'on est complètement dans les nuages? Oui. Ça donne une ambiance de ouf, c'est trop stylé. C'est vraiment trop bien. La végétation est devenue encore plus impressionnante, il y a des mousses fantastiques. De plus en plus hâte de trouver le campement. Ça peut être incroyable. Ah, voilà, je le vois ce campement, je le vois. Ah, quel plaisir. On va bientôt pouvoir partir en balade. Hop, juste ici, destination pour aujourd'hui. Et je crois que j'aurais mis 3h30 pile poil à monter, en faisant quelques pauses, en prenant le temps de faire quelques plans de moi en train de marcher et ce genre de choses de grand influenceur que je suis. Fantastique. Le carbet tortue, il est là. Super.
Excellent. Bon, et ben on va installer le campement, manger un petit bout et partir à la découverte des animaux qui se cachent dans cette forêt. J'ai trop hâte là. Alors, qu'est-ce que les locaux nous ont laissé? On a des gobelets, des couverts dans un sale état et une bougie. Ça peut être vachement pratique, tiens. Un peu de ficelle, bah, c'est fantastique, et une belle casserole. Allez, au campement, je pense pas utiliser les grandes bâches, parce que flemme de tout ranger après, tout simplement. Je vais sortir la mienne, ça ira bien. Bon, eh ben écoutez, pour ce qui est du campement, c'est bon. J'en ai un peu chié à tendre ma bâche, mais j'ai fini par y arriver. Le hamac est posé dessous, on est bien. Il n'y a plus qu'à s'installer correctement, manger un petit peu. Regardez comment on est là-dessous. Hop. C'est un peu bas, mais ça devrait le faire. J'ai fait le crash test, la hamac a l'air de tenir. Je devrais pas me péter la gueule pendant la nuit, j'espère. Et voilà, on n'est pas si mal. Je me suis installé tranquillement, je vais essayer de faire un feu pour manger chaud, mais j'y crois pas une seule seconde, le bois est super humide, ça ne fonctionnera jamais. Figurez-vous que j'étais plutôt bien parti, mais je crois que la pluie en a décidé autrement. Je suis un peu deg. Non, mon petit feu, il partait si bien. Tant pis. Bye bye mec. Eh bah écoutez, c'est qui va manger une bonne boîte de cassoulet froide? C'est pour moi. Excellent. Bon. Alors, je me suis réveillé de ma sieste, le cassoulet est digéré. J'ai trop de la chance, la pluie s'est calmée, donc je suis très content. Et là, je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais en fait, on est complètement dans la brume. Je trouve ça incroyable, ça donne une ambiance de fou furieux. Alors il s'est aussi passé beaucoup de choses quand je mangeais et que j'ai pris la pluie. J'ai vu des Odontomachus astatus, qui est une fourmi assez rare. En tout cas, j'en avais pas encore vu jusqu'ici. Et donc là, ça y est, j'ai vu une ouvrière dans le coin, juste sur le campement. J'ai failli m'asseoir sur un scolopendre absolument immense qui devait bien faire 20 cm facile, je pense. Donc lui, il s'est barré. Évidemment, tout ça, j'ai pas pu le filmer à cause de la pluie. Et ce qui se passe aussi, dernier point que j'ai pas abordé, c'est que potentiellement là, les conditions vont être très bonnes. Il y a moyen qu'on voit des trucs stylés, je l'espère. Et je n'ai peut-être jamais eu autant raison d'espérer. Après quelques dizaines de mètres de balade, j'entends un truc qui bouge en face de moi. Aucun doute, il y a un animal qui suit le sentier sur lequel je suis et qui vient vers moi. Vu le bruit qu'il fait, ça a l'air d'être une bête assez proche du sol et qui est pas si petite. Je commence un peu à flipper car les pas se rapprochent de plus en plus, mais la curiosité me pousse à continuer d'avancer. Mais plus on se rapproche, plus je m'inquiète. Car au bruit, l'animal ne semble pas du tout changer de direction. En plus de ça, la topographie du sentier fait que je ne peux pas voir au loin ce qui arrive. Je suis au bout d'une petite montée et la bête en question est en face en contrebas. J'arrive sur la fin de la montée, l'animal n'est plus qu'à quelques mètres de moi, j'ai le cœur qui bat très vite, et ça, c'est ma gueule quand je me retrouve nez à nez avec un tatou. C'est vraiment le dernier animal que je pensais voir ici. Bon, alors je l'ai vite laissé tranquille pour pas déranger, mais surtout pour pas me perdre. Alors vraiment désolé, mais on le verra pas mieux que ça. Je suis déjà content d'avoir réussi à le filmer un tout petit peu. Je continue le sentier et je croise quand même une multitude d'arthropodes. La brume se dissipe un peu. Encore un peu plus loin, je croise une vieille connaissance. C'est vraiment des arachnides qui sont trop stylés et super cool à manipuler en vrai. Ils sont tout lents, tout tranquilles. Je vais essayer de la récupérer. Ah, regardez-moi ça. Comment c'est trop cool. L'amblypige. Donc pas une araignée, mais bien une arachnide, absolument inoffensive, un peu galère à choper, mais finalement une fois que c'est posé, assez calme, trop stylé. Il n'y a pas de venin, il n'y a rien, elle peut absolument rien me faire celle-ci. Et comme vous pouvez le voir, une fois qu'elle est sur ma main, j'ai un peu eu du mal à l'attraper, mais une fois que c'est sur ma main, elle est très calme. Trop belle, c'est incroyable de pouvoir choper ça en pleine forêt, trop cool.
fantastique. C'est un animal que je kiffe. Trop cool. Après avoir rencontré l'arachnide la plus menaçante visuellement et pourtant inoffensive, en voici une autre, un peu plus sobre, mais qui cette fois présente un danger bien réel. La Phoneutria ferra, plus connue sous le nom d'araignée banane, l'une des araignées les plus dangereuses au monde. Et j'ai trouvé une Phoneutria ferra. Alors clairement c'est pas une araignée qui est rare, c'est une araignée que j'adore. Elle a une très mauvaise réputation parce que c'est l'araignée qui a le venin le plus puissant au monde, tout simplement. Donc autant vous dire que si elle vous pique, vous passez un très sale quart d'heure, mais en même temps, autant vous dire que c'est vraiment pas l'araignée la plus agressive, très loin de là. Elle a vraiment une sale réputation à ce niveau-là. J'ai déjà entendu des documentaires vous dire que les araignées vous sautaient dessus si vous passiez le balai à côté d'elle, ce genre de gros bullshit. Pas du tout, vraiment, vous voyez là je la filme depuis un petit moment, l'araignée a juste pas bougé. Et je vais vous montrer que même si on l'embête un petit peu, elle est très loin de vous sauter à la gorge. Avant de mordre, c'est une araignée qui va faire une parade, elle va lever les pattes, elle va montrer les couleurs vives qu'elle a sous ses pattes pour impressionner et pour prévenir. Et ben dites-vous que même cette parade là, j'ai pas encore réussi à la voir tellement dès que je les embête, en fait juste elle se barre en courant, c'est beaucoup plus simple pour elle. Alors qu'on soit bien d'accord, si l'araignée se sent menacée à distance, elle va pouvoir utiliser une parade d'intimidation, comme je vous le disais, pour faire fuir le prédateur. En revanche, si vous la bloquez dans votre main, ou si elle se retrouve bloquée dans des vêtements, qu'elle est dos au mur, c'est sûr qu'à ce moment-là, elle préviendra pas avant d'utiliser son venin pour se défaire de l'emprise. Ok, on se retrouve avec notre araignée qui est juste là. Comme vous voyez depuis tout à l'heure, le temps que j'installe mon petit matériel, elle a pas bougé. Je vais vous montrer que c'est vraiment pas des araignées qui sont dangereuses à proprement parler. Avec ce petit bâton, je vais aller la titiller. Logiquement, elle va le mordre parce qu'elle va penser que c'est une proie. Nope. Ça marche même pas, vu que j'ai soufflé dessus et tout, elle sait certainement ma présence, elle sait certainement qu'il y a un mammifère dans le coin. Je viens l'embêter un peu comme ça, aucune réaction de sa part, jusqu'à ce que j'aille un peu trop loin et qu'elle se barre en courant. Ah, voilà, ça commence à réagir. Hop. Voilà, là elle est juste au pied de l'arbre. Je vais en profiter pour refaire des plans. Honnêtement, j'arrive pas à vous filmer les parades d'intimidation puisque elles sont vraiment pas agressives. Quelques temps plus tard, j'ai réessayé la technique de la brindille pour voir si l'araignée allait vraiment la prendre pour une proie. Et j'ai eu un peu plus de succès une fois qu'elle était moins stressée. Comme toutes les araignées, elles préfèrent fuir plutôt que de chercher à intimider ou même d'agresser. Titiller l'araignée la plus venimeuse du monde, ça fait toujours quelque chose. Même si finalement, ça reste une araignée. Malgré leur mauvaise réputation et peu importe la puissance de leur venin, je ne les considère pas comme des animaux dangereux. Mais ce qui a le plus retenu mon attention ce soir-là, c'est ça. Ok, je sais pas si vous voyez bien la boule qui se trouve ici, l'espèce de boule de terre enchevêtrée de plantes, mais c'est assez fou parce que c'est ce qu'on appelle un jardin en fourmis. On peut en trouver beaucoup ici en Guyane. Et les jardins de fourmis de base, c'est déjà un truc de zinzin. Mais celui-ci a quelque chose d'encore plus dingue. Je vous laisse quelques secondes pour trouver ce que c'est. Parfois, certaines fourmis arboricoles et certaines espèces de plantes épiphytes s'associent entre elles et ça peut donner ce genre de structure bien particulière. Pour faire simple, les fourmis vont planter et jardiner les graines des plantes associées dans leur nid. En poussant, la plante va fournir un abri aux fourmis et en échange, elle bénéficie de plein de ressources azotées qui proviennent des déchets de la colonie. Alors, vous avez remarqué ce qui est si particulier dans celui-ci ? Bien joué, c'est bien la différence entre ces deux fourmis.
il y a 2 espèces. Ici on a du coup une espèce de Crématogaster et une espèce de Camponotus qui cohabitent, et c'est tout simplement plusieurs espèces de fourmis qui vont se tolérer entre elles et qui vont jardiner les plantes que vous voyez entremêlées dans cette boule là. C'est hyper intéressant je trouve. L'évolution fait quand même bien les choses. Des grandes Camponotus et des petites Crématogaster. Et elles ne se tapent même pas dessus. Ce sont des espèces parabiotiques. Ça veut dire qu'elles se tolèrent dans cette structure, mais elles ne mélangent pas leur nid quand même. Alors on peut vite tomber dans le piège de l'anthropomorphisme et imaginer 2 tribus de fourmis alliant volontairement leurs forces face à l'adversité. Que nini, c'est bien plus complexe que ça. Certes, il n'y a pas d'agression entre les 2 espèces, mais certains articles mentionnent la capacité des Camponotus à suivre les traces des crématos pour leur chipper les proies qu'elles vont transporter plus facilement vu la différence de taille. On pourrait donc penser à une relation de parasitisme, mais d'un autre côté, on sait que la structure marron qu'on voit là, c'est du carton de fourmi, et il serait fabriqué exclusivement par les Camponotus. Cette fois-ci, ce sont les petites crématos qui tirent un bénéfice de leur colocation, en squattant le carton de fourmi. La barrière entre relation de parasitisme ou de mutualisme est très fine, et ce triangle associatif entre les plantes et ces 2 fourmis est vraiment un super exemple. Le consensus scientifique semble quand même dire que si ces 3 membres se retrouvent ensemble, c'est que si on fait la somme de tous les bonus et les malus pour chacun d'entre eux, c'est que tout le monde doit y trouver plus d'avantages que d'inconvénients. Bon, la sortie s'est bien passée, on a quand même vu des trucs cool. Alors, petite info, si vous pensiez que c'est le fait de se balader en forêt de nuit qui fait peur, pas du tout. Par contre, c'est effectivement dormir en hamac qui est le plus flippant. Parce que il y a des chauves-souris vampires, du coup, oui, ça existe vraiment, des chauves-souris qui se nourrissent de sang de mammifères, quoi, en gros. Et du coup qui vont aller attaquer la nuit. Alors en soi c'est pas très dérangeant parce que ça fait pas mal, on sent rien et juste c'est impressionnant parce qu'on saigne beaucoup, parce qu'elles mettent de l'anticoagulant je crois pour récupérer plus de sang, pour que ça saigne plus. Du coup c'est juste que vous réveillez avec une grosse tache de sang dans le hamac. Le problème c'est que ça véhicule la rage, ce qui est pas cool, et en fait quand on se fait mordre, il faut directement filer à l'hôpital sous peine de mourir de rage si on est infecté. Les gens du camp m'ont dit qu'ils avaient pas eu de cas de rage depuis 15-20 ans, un truc comme ça, et que c'est très rare quand même les gens qui se font mordre par des chauves-souris la nuit, étant donné qu'il y a une moustiquaire, etc. Le seul moyen de se faire mordre en fait c'est de s'appuyer contre la moustiquaire. Du coup la chauve-souris peut aller mordre par travers la moustiquaire à ce moment-là, mais tant que je m'appuie pas contre, normalement elles peuvent pas m'avoir. Donc voilà, autant espérer que je fasse pas n'importe quoi pendant la nuit, mais c'est clairement ça le côté le plus flippant de tout ça. Bon, allez, je suis KO, demain réveil tôt, donc je vous dis bonne nuit. Ciao. Je suis KO. Bon, avec toutes ces découvertes, il est 3h du matin quand je vais me coucher. Demain, mon objectif c'est de redescendre jusqu'au camp, puis de rentrer vers Matoury. Ça sent vraiment la fin du voyage. Avant de quitter Bélison, j'aimerais quand même avoir le temps de me baigner dans une cascade proche du campement. Autant vous dire que la nuit a été courte et que j'ai pas vraiment pris le temps de filmer la redescente jusqu'au campement le lendemain matin. Bonjour tout le monde, là on est à la fin du voyage. Là vous devez certainement entendre les oiseaux sentinelles du coup. Je suis actuellement en direction d'une cascade et j'aimerais y arriver avant la tombée de la nuit pour pouvoir me baigner un petit peu. Et puis ensuite je vais redescendre tranquillement jusqu'au camp pour aller manger et repartir ensuite. Donc il faut que je me bouge un peu le cul. On se retrouve tout à l'heure à la cascade. Bon, j'ai trouvé la cascade. Bon, ben se foutre en slip dans la... Ouh, stylé. Oh, wow, il y en a partout. Non mais... À ce moment-là, je me rends vraiment pas compte de ce sur quoi je viens de tomber. Je sais pas si vous entendez ce bruit là, mais c'est ces fourmis là.
Vous vous souvenez de notre objectif, filmer un raz-de-marée de fourmis? Bah c'est bien dommage que Gabriel ne soit plus là, car notre raz-de-marée, il est là. En fait, peut-être tant mieux pour lui. C'est assez fou de voir ça là, il y en a vraiment beaucoup. J'ai l'impression que si je reste dedans, mais je tiens pas 10 secondes là. Je tiens pas 10 secondes. Bon, je me suis mis un peu à l'écart parce que tout là, je sais pas à quel point on le voit bien sur la caméra, mais en fait on est en plein passage de fourmis légionnaires. Oh, je me fais bouffer de partout. Je sens que ça me pique un peu de partout. Ah putain, j'en ai dans le fut. Insupportable. Et sur la caméra, c'est énorme. Oh, c'est pas confortable. Pas du tout. Je suis désolé si je prends des positions bizarres, mais je commence à en avoir un peu de partout. C'est vraiment super impressionnant. J'avais jamais vu un passage aussi grand de fourmis légionnaires. Oh putain, il y en a de partout. Je fais donc face à un raid de Labidus SP. Ce sont bien des fourmis légionnaires, mais rien à voir avec les écitons qu'on a pu voir avec Gabriel. Les images que j'ai réussi à prendre ne vous permettront peut-être pas de réaliser l'ampleur de ce raid. Pourtant, je vous jure que j'ai vraiment donné de ma personne pour capturer ça. Aïe, 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 aïe. Ah putain. C'est la pire chose que j'ai décidé de filmer, sans déconner. On va s'écarter un peu. C'est des fourmis qui sont en mode de vie nomade, c'est-à-dire qu'elles se déplacent tout le temps avec la reine. Il n'y a pas de nid, elles ne creusent pas sous la terre, rien. Elles se déplacent en nombre, elles sont par millions et elles bouffent concrètement tout ce qui bouge, y compris moi. Franchement, si j'étais immobile et que je ne bougeais pas, je me ferais bouffer. Mais vraiment, c'est impressionnant. Bien qu'elles sont plus petites et plus discrètes que les écitons, les Labidus sont bien plus dérangeantes. La route de fourmis fait au moins 4 à 6 mètres de large. Et pendant la petite heure que j'ai passée devant, je n'ai vu ni début ni fin de route. C'est un flux constant de fourmis affamées qui défilent devant moi. Tous les recoins de la forêt sont inspectés, et la moindre proie qui a le malheur d'être sur la route se fait dévorer par la colonie. Ok. Aïe. Les fourmis légionnaires, un véritable enfer. Je suis visiblement passé au mauvais moment, au mauvais endroit. Elles démontent tout ce qui bouge, moi y compris. J'en ai encore une sur la jambe. Voilà, super. Je sais même pas comment je vais faire pour récupérer ma caméra. Il suffit d'approcher à 1 mètre en fait pour se faire dérouiller. La colonne de fourmis n'a pas de limite très fixe, donc même si j'essaie de rester à l'écart de la route principale, il y a quand même des exploratrices de partout qui fouillent les alentours et qui me mordent à la moindre occasion. J'ignore vraiment si vous les voyez là, mais en fait c'est des fourmis qui... Aïe, 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 d'accord, ok. Ah, on a des gros majors comme ceux-là qui essayent de me démonter le doigt, je sais pas si on va bien voir. C'est la première fois qu'une colonie de fourmis m'inquiète réellement. N'ayant jamais vu ça et n'en ayant jamais entendu parler auparavant, je peux pas empêcher la petite voix dans ma tête de me dire « T'es bien sûr que c'est une bonne idée de rester là-dedans ?» Bon, je vais vraiment récupérer ma caméra et me barrer de là, parce que c'est un enfer, c'est invivable. Vraiment, c'est horrible. Alors que je ne l'espérais plus, j'ai finalement filmé un vrai raid de fourmis légionnaires. Avec cette dernière étape de cocher, j'ai tout ce qu'il faut pour monter les épisodes que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux et sur le site de Fourmibio. J'ai volontairement monté ce documentaire en évitant de juste répéter ce qui a été dit dans les formats courts, donc si vous avez des questions par rapport à certains insectes que vous avez aperçus ici, la réponse se trouve sûrement dans les formats courts. On doit être quelque chose comme J-2 avant mon départ et je peux rentrer l'esprit tranquille. Toute ma vie, j'ai idéalisé la wildlife, comme on peut l'entendre sur les réseaux sociaux. Je rêvais d'être cet aventurier qui se balade dans des jungles luxuriantes entouré d'animaux légendaires. Et pendant des années, cette image de la wildlife, je l'ai idéalisée à fond, à tel point qu'avant de partir, j'avais peur d'être déçu par des rêves presque trop ambitieux. Et pourtant, jamais j'aurais pu m'attendre à un truc aussi cool. Encore aujourd'hui, en montant cette vidéo, ça me paraît irréel. Pour qu'un rêve autant idéalisé soit encore plus beau et dépasse mes attentes, c'est vraiment que toute cette vie sauvage est extraordinaire et qu'elle mérite qu'on s'y intéresse et qu'on la protège.
Je me suis volontairement axé sur un documentaire positif et éducatif autour du vivant. C'est cette idée de vivre un rêve éveillé que je voulais avant tout vous transmettre. Alors oui, j'ai pas parlé une seule fois des enjeux socio-écologiques auxquels fait face la Guyane. Pour autant, quand on était sur place, tout ce pan-là faisait carrément partie intégrante de notre voyage. Derrière nous, il y a déjà 15 hectares de forêt amazonienne qui ont été abattus pour un projet de centrale photovoltaïque. Et c'est peut-être un peu dommage de pas le mentionner. Mais ce documentaire a plutôt pour vocation de susciter un premier intérêt chez vous, de vous montrer cette richesse du vivant, de vous montrer pourquoi des fous comme moi se passionnent pour ces animaux détestés, et pourquoi, après tout, ils sont peut-être pas si fous. J'espère que ce documentaire va fonctionner comme une porte d'entrée vers cet univers si méconnu. À ce qu'il paraît, pour protéger quelque chose, il faut avant tout l'aimer. Alors voilà ma simple contribution au love du vivant.